Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo du DD. Nouveau numéro mais aussi dernier de la saison. Alors pour finir en beauté, je vous emmène notamment à l'Orangerie à Strasbourg. Le reste, c'est dans le sommaire. L'association Europe et Environnement fête ses 20 ans au service du développement durable et de la qualité environnementale. Rencontre au pavillon Joséphine à l'occasion de leur colloque. RTE qui gère le transport d'électricité en France et la Ligue de protection des oiseaux s'allient pour des actions de protection de la nature. Nous irons à Rosenwiller pour en parler. Enfin, les usines hydrauliques du Rhin sont désormais équipées d'un nouveau système de protection, Crex. Je suis devant le pavillon Joséphine à Strasbourg en compagnie d'André Buchmann. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes délégué général de l'association Europe et Environnement qui fête ses 20 ans. Présentez-nous cette association. Alors, l'association a été créée pour apporter un éclairage européen aux problématiques qui étaient traitées de manière très franco-française. Donc nous avons toujours organisé des colloques en invitant des étrangers ou bien aussi des réunions, des rencontres de médiation par exemple sur les questions de pêche entre les pêcheurs espagnols et les pêcheurs français. Là, un des sujets importants, c'est la question de la construction, de la prise en compte de l'environnement de la construction. On a organisé il y a très longtemps un colloque à Strasbourg, à l'école d'ingénieurs, et sur le bâtiment durable. C'était un sujet très peu compris à l'époque, et là maintenant c'est devenu un sujet général. Ensuite, nous avons mis en place une formation à destination des architectes, mais aussi de la maîtrise d'ouvrage, et aussi des bureaux d'études. Et cette formation a connu un grand succès. Il y a de nombreux architectes qui ont été formés. Une bonne partie des architectes ont une formation professionnelle, et ça s'est ouvert très vite parce que il faut créer une culture commune. Et l'idée a toujours été, c'est plus facile de construire et de progresser si ceux qui demandent, ceux qui font et ceux qui sont les experts techniques parlent le même langage. Donc l'idée c'est de rassembler des personnes de différents horizons pour faire avancer les choses. Voilà, c'est ça exactement. Et c'est une formation multi-acteurs. Donc là, c'est le bâtiment. Vous avez travaillé sur de nombreuses thématiques, j'imagine. On a travaillé sur de nombreuses thématiques, mais qui sont à la fois des thématiques globales. Ça peut être une thématique sur le réchauffement climatique, et ça peut être très particulier, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que les bâtiments soient touchés par l'ombre des maisons voisines? Ou comment est-ce qu'on fait pour développer une architecture de l'urgence? Comment est-ce qu'on prend en compte la question de la précarité énergétique très en amont pour que les charges soient beaucoup moins lourdes? Enfin, les sujets sont toujours des sujets très variable, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours l'être humain qui est au cœur de la préoccupation. Parce que l'idée n'est pas de construire pour faire des bâtiments qui soient des bâtiments très intéressants du point de vue de l'énergie. Il faut faire ça, mais il ne faut pas oublier que les maisons, c'est pour que des personnes y vivent, y travaillent. Donc le facteur humain est déterminant. Ce qui nous a amené tout de suite aussi à travailler avec les médecins pour voir comment on peut éviter qu'à cause des pollutions à l'intérieur des logements ou des lieux de vie, qu'à cause de ces pollutions, les personnes tombent malades. Donc on a travaillé avec l'hôpital de Strasbourg, avec différents instituts au niveau de l'ensemble de la France. Et maintenant, on est parmi les experts pour la prise en compte de la qualité de l'air intérieur dans la construction. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut voir dans le pavillon Joséphine, donc c'est des conférences sur ces thématiques toute la journée, des ateliers, c'est ça? Il y a plusieurs personnes qui présentent leur action. Alors tout d'abord, le pavillon Joséphine a été restauré par un architecte qui a fait la formation. D'ailleurs, quasiment tous les grands chantiers et toutes les grandes réalisations dans les environs ont été faites par des architectes qui ont fait la formation. La place du Château, la place Saint-Thomas, la maison de l'Europe qui a été inaugurée il n'y a pas très longtemps, la piscine du Wacken, les grands lycées, ce sont des architectes qui ont participé à la formation et qui ont appris une partie de leur technique à la formation. Mais surtout, cette formation, c'est un lieu pour réfléchir ensemble. C'est pas uniquement de faire des calculs thermiques, mais de savoir comment est-ce qu'on peut globalement travailler ensemble pour faire avancer les choses. Et ben, je vous remercie. Je vous en prie, madame. Donc on va voir tout de suite, je vous emmène voir quelques images de l'intérieur. Donc nous y voilà en plein dans l'événement. Donc ici autour de nous il y a beaucoup de stands sur l'éco-construction notamment. Mais il n'y a pas que ça qui est développement durable ici. Je suis en compagnie de Valérie Dumas, vous êtes décoratrice. Donc c'est vous qui avez mis en scène tout cet événement. Et donc ici, même dans le mobilier, développement durable c'était au cœur du projet. Oui, en fait le fil rouge c'était de coller en fait avec l'événement puisque Europe et Environnement sont dans une démarche d'éco-responsabilité. Et il me semblait important
important que même dans l'aménagement de cet événement, eh bien, on aille au bout de la démarche et qu'on ait quelque chose de plus global. Donc toute la décoration a été faite sur ce thème-là. Nous avons pris des manches debout en fait en palette. C'est de la récupération. Donc ça a été poncé, ça a été modifié pour voilà, les transformer en manches debout. Derrière, nous avons des palettes aussi qui ont été transformées en petites tables basses. Le panneau qui est derrière, c'est un panneau de récupération qui sert, en fait, c'est les caisses maritimes sur les bateaux. Voilà. Et puis sur chaque stand, en fait, chaque partenaire a un petit un document synthétique en fait qui explique exactement leur spécificité, et c'est posé sur un chevalet qui lui aussi est fait en caisse maritime. Voilà. Voilà, donc on peut être créatif et ça peut être joli et ça peut être de la récupération, c'est ça? Tout à fait, puis c'est quelque chose de simple, ludique, et en effet on est complètement dans cette démarche de développement durable. Merci beaucoup. Merci Anna. Alors pour Europe et environnement, c'est fini. Tout de suite, je vous parle d'hydroélectricité et juste après, direction en Rosenwiller, au centre de la Ligue de protection des oiseaux. Le CREX, c'est un centre régional d'e-exploitation qui permet de surveiller à distance les usines qui seront raccordées à ce CREX. Et donc aujourd'hui, c'est Revin. Et donc on a une trentaine d'autres usines qui seront raccordées dans les années qui viennent à ce centre d'e-exploitation qui est à Mulhouse aujourd'hui. L'utilité de ce centre d'e-exploitation, c'est de pouvoir anticiper des avaries sur nos moyens de production, de pouvoir intervenir bien en amont, avant que le groupe s'arrête, pour trouver la cause de la difficulté et de l'avarie potentielle, la corriger avant que le groupe s'arrête, et du coup de gagner en disponibilité et en performance de l'hydraulique au niveau de l'unité. Nous sommes à Rosenwiller, au centre de soins et de sauvegarde pour les oiseaux de la LPO, et je suis en compagnie de son directeur régional, Monsieur Brown. Alors merci de nous recevoir ici. Aujourd'hui, vous avez notamment signé une convention avec RTE, Réseau de transport d'électricité, on en reparlera. Donc vous ici, vous soignez des oiseaux qui ont été blessés, qu'on vous amène. Il y en a, j'imagine, qui sont dus aux lignes électriques? Tout à fait, donc ça reste tout de même assez ponctuel, donc on peut même dire que c'est donc il y a deux aspects, hein. Donc il y a l'électrocution, donc c'est des oiseaux qui s'électrocutent sur les moyens de tension, et percussion, c'est des oiseaux qui percutent des câbles, donc c'est plutôt des très grandes lignes. Mais il faut dire qu'il y a une régression quand même au niveau de ces impacts-là, notamment de l'électrocution, du fait de l'enterrement de beaucoup de lignes. Donc ça arrive, mais ça reste quand même du ponctuel. Alors pourquoi est-ce que vous signez cette convention aujourd'hui avec cette entreprise? Donc on a des contacts de longue date avec cette entreprise, et donc on intervient également, donc pas qu'au niveau du centre de soins, mais aussi lors de la réalisation de travaux, notamment à belle saison, ou sur les pylônes de tension niche, particulièrement le faucon cresserelle, mais aussi d'autres faucons. Et donc lors des travaux, il faut prendre des précautions, c'est des espèces protégées, et puis RTE souhaite les préserver, et donc on est là pour éviter qu'il y ait des pertes lors des travaux. Vous parlez du faucon cresserelle, c'est un des oiseaux qui est particulièrement concerné? Oui, donc en fait, le faucon cresserelle ne fait pas de nid lui-même, il récupère les nids de corneilles, et les corneilles affectionnent faire leur nid sur les pylônes de tension. Alors il y a aussi le faucon pèlerin qui est beaucoup plus rare, et le faucon obro. Mais on a de plus en plus de faucons pèlerins, donc qui est un peu l'oiseau symbole des seigneurs à l'époque qui chassaient aux faucons, et encore de nos jours dans les Émirats. Et donc ce faucon-là niche de plus en plus sur les pylônes de tension, même en Alsace. Et donc vous travaillez avec eux pour essayer de les déplacer, sans qu'ils souffrent. Voilà, ou souvent aussi on décale des travaux, c'est-à-dire au lieu de commencer à un bout, on commence à l'autre bout, hein, par rapport au planning qui est mis en œuvre. Quand on connaît l'âge des oiseaux, on sait que on commence à un bout, 2 semaines après, les oiseaux sont envolés, donc on peut continuer les travaux. Donc à l'origine c'est ça. D'essayer de planifier les travaux en conséquence par rapport donc à la reproduction. Et le cas extrême, qui pour l'instant à ma connaissance n'est pas arrivé, c'est on peut récupérer les oiseaux non volants, donc moyennant une dérogation, donc administrativement c'est un peu lourd, voilà. Mais en tout cas tout est prévu pour si ça se produit. Alors quelques mots, puisqu'on est dans un endroit un peu exceptionnel où le public n'a pas accès d'habitude. Donc ici, vous recueillez des oiseaux blessés.
Voilà, donc essentiellement blessés ou donc actuellement notamment des oiseaux qui tombent du nid, qui sautent, voilà, qui sont un peu téméraires et qui sortent du nid. Et souvent les particuliers pensent que ces oiseaux sont perdus, pas du tout. Donc les oiseaux continuent à y nourrir. Il suffit de les mettre un petit peu en hauteur, à l'abri des chats. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'oiseaux de ce type-là qui arrivent. Ou alors là, une nichée de chouette chevêchette, une espèce extrêmement rare, et sans doute la femelle a été attrapée par un prédateur. Et donc là, le mâle ne sachant pas nourrir, il approvisionne mais il ne sait pas nourrir, on a dû les récupérer. Et donc ça c'est grâce à un bénévole qui faisait le suivi par hasard de ces oiseaux-là, sinon ils étaient perdus. Et donc vous les soignez et ils sont relâchés, ce qu'on voit en image qui s'est passé aujourd'hui notamment. Voilà, tout à fait, donc il y a tout un processus, un peu comme pour les humains, je veux dire, à un moment donné on est blessé, puis il y a la phase rééducation, et la phase remise en forme, et puis à un moment donné, dès que ça va, hop, on relâche. Merci pour vos explications. Donc si quelqu'un trouve un oiseau, donc il peut faire appel à... Voilà. Il suffit de téléphoner et puis Très bien, le numéro s'affiche sur l'écran. Alors avec moi, Monsieur Wagner, bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour RTE, donc on vient de le voir en image, vous avez signé aujourd'hui une convention avec la LPO. Donc est-ce que dans votre travail, donc vous vous occupez du transport d'électricité pour simplifier, vous êtes confronté à une problématique d'oiseaux ? Tout à fait, effectivement, les oiseaux, de par leur activité quotidienne, viennent nicher sur nos ouvrages, sur nos pylônes, et donc du coup, il faut gérer cette cohabitation entre à la fois les oiseaux et puis notre métier qui est de transporter l'électricité. Donc il faut être très vigilant sur la façon dont les deux peuvent cohabiter. Alors, ça fait quelques années déjà que vous travaillez avec la LPO. Comment se passe le travail justement ? Pourquoi faites-vous appel à eux ? Alors avec la LPO, on a un partenariat qui est très étroit, et en fait le travail consiste essentiellement à l'identification des espèces protégées en amont des travaux de maintenance que nous pouvons effectuer. Et effectivement, la LPO peut intervenir lorsque nous identifions une espèce protégée qui a niché sur un de nos pylônes pour venir nous aider à gérer la situation, éventuellement déplacer le nid et nous apporter les conseils qui peuvent derrière nous aider à mieux, effectuer notre mission dans le respect et dans la préservation de la biodiversité. Donc vos équipes sont formées à reconnaître ces espèces ? Alors oui, effectivement, le partenariat consiste essentiellement à une sensibilisation de nos salariés qui sont amenés à intervenir sur nos ouvrages, de telle sorte qu'ils puissent identifier les espèces qui sont protégées et à ce titre-là, après, faire intervenir la LPO pour qu'il y ait un partenariat qui puisse effectivement s'exercer pratiquement sur le terrain et faire en sorte de sauvegarder l'espèce qui était présente sur le pylône. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Alors c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, mais c'est aussi la fin de la saison 3 de l'Hebdo du développement durable. J'espère que vous avez passé une très bonne année en notre compagnie. Retrouvez le meilleur de nos émissions pendant tout l'été, et moi je vous souhaite de très très bonnes vacances sur Alsace 20 bien sûr.